Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les vecteurs. Nous avons découvert dans la première des définitions générales et des propriétés sur quelques éléments des vecteurs, notamment pour les opérations qui concernent ce qu'on appelle un espace vectoriel, addition vectorielle et multiplication par un scalaire. Nous allons maintenant dans cette vidéo voir le produit scalaire, le produit vectoriel, le produit mixte et des applications au calcul géométrique pour les vecteurs. Commençons sans plus tarder avec le produit scalaire. Alors, il existe donc deux façons principales de multiplier entre guillemets deux vecteurs entre eux, et ce produit scalaire consiste en ce calcul. C'est-à-dire que nous allons multiplier les coordonnées de deux vecteurs, prises deux par deux, alors les deux premières coordonnées de U et de V, les deux deuxièmes coordonnées, les deux troisièmes, et ainsi de suite. Et nous allons additionner les résultats, donc la somme des UI, VI. Ce produit scalaire donc renvoie un résultat qui est un scalaire, c'est-à-dire ici, pour nous, un nombre réel. Donc on combine deux vecteurs entre eux pour produire un nombre réel au bout. Alors, quelques remarques d'abord avant de pratiquer ça sur deux ou trois exemples. D'abord, on remarque tout de suite que la norme de U est égale à la racine carrée de U scalaire U. Effectivement, si je calcule U scalaire U, j'ai la somme des UI carrés qui est présente sous une racine carrée pour calculer la norme du vecteur U. Alors cette égalité est à la fois une propriété et peut aussi servir de définition à la norme du vecteur, la racine carrée de U scalaire U. Quelques propriétés maintenant qui découlent directement de la définition première est que, par exemple, U scalaire V égale V scalaire U. Effectivement, si j'échange mes deux vecteurs, ça va simplement échanger UI et VI dans mon calcul, mais la multiplication réelle étant commutative, ça ne changera pas le résultat. U scalaire AV est égal à AU scalaire V, et donc égal à A fois U scalaire V. Effectivement, si je mets un coefficient A dans les termes de la somme, ce coefficient A peut être devant U ou devant V, ou en facteur devant la somme. Ça ne changera rien du tout au fait que je calculerai la même chose. U plus V scalaire W est égal à U scalaire W plus V scalaire W. Donc on a une distributivité du produit scalaire sur l'addition vectorielle. Ce qui là n'est pas complètement une évidence, mis à part que le calcul du produit scalaire utilise directement les propriétés des nombres réels, et la distributivité de la multiplication sur l'addition en fait partie, bien entendu. Alors, il faut faire attention maintenant à des confusions qu'on pourrait faire avec le produit scalaire mêlé à la multiplication par un réel. U scalaire V fois W, c'est un nombre réel fois le vecteur W. Et donc, ça n'est pas, sauf cas extrêmement particulier, V scalaire W fois U, qui, lui, est un vecteur collinéaire à U. Voilà. Et U scalaire W fois W est un vecteur collinéaire à V. Donc, on n'a pas du tout d'égalité dans ces trois écritures. Pour finir avec les formules sur le produit scalaire ou liées au produit scalaire, citons l'inégalité de Schwarz. Il nous dit que U scalaire V au carré est inférieur ou égal à U scalaire U fois V scalaire V. Alors c'est une inégalité que l'on peut démontrer à partir du produit scalaire de sa définition primaire. Nous allons le constater grâce à l'application géométrique mettant en lien le produit scalaire avec le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Et donc ça sera une visualisation de cette inégalité de Schwarz dans le cas particulier où on est sur un repère ou une base visuellement avec des axes à angle droit et avec des unités de longueur identiques. Alors, le produit scalaire est en lien avec l'angle existant entre les deux vecteurs UV. Définissons l'orthogonalité proprement, c'est-à-dire à partir du produit scalaire. Un produit scalaire égal à 0 signifie que les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'en ai touché un mot en tout cas, l'orthogonalité ne veut pas forcément dire l'angle droit. Ça dépend si on travaille dans une base qui elle-même est à angle droit ou pas. Donc si vous travaillez dans une base IJ qui eux-mêmes ne sont pas à angle droit, alors deux vecteurs U et V peuvent être orthogonaux au sens du produit scalaire nul, sans que l'on voit un angle droit entre les deux vecteurs U et V. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça, parce que quand on veut faire des applications géométriques grâce aux vecteurs, il faudra bien se placer dans une base où les vecteurs sont à angle droit avec les mêmes unités de mesure.
Alors, définissons maintenant ce qu'est une base orthonormée. Et encore une fois, l'angle droit n'est pas systématique dans une telle base. Donc déjà, il faut avoir une base, c'est-à-dire que l'espace dans lequel on travaille est muni d'un système de vecteurs qui sont en même nombre que la dimension de l'espace. Donc j'appelle ça petit n ici. Et un système de n vecteurs dans lequel tout autre vecteur, ou l'un d'eux bien sûr, se décompose de manière unique selon ces vecteurs-là. Donc là, on a affaire à une base. Et si vous voulez vous faire une image de ça, eh bien vous avez tout simplement un quadrillage de votre espace grâce à ces vecteurs. Cette base doit être orthogonale. Autrement dit, les produits scalaires 2 à 2 de ces n vecteurs de base doivent être nuls. Et normés, c'est-à-dire que la norme de chacun d'eux vaut 1. Par exemple, donc, la base canonique est orthonormée, à savoir, si je prends l'exemple trivial en dimension 2, i égale 1, 0 et j égale 0, 1, eh bien, je m'aperçois que la norme de chacun d'eux est égale à 1, et que i et j sont orthogonaux, puisque le produit scalaire me donnerait 0 fois 1 plus 1 fois 0. Donc j'ai une base orthonormée, mais il existe évidemment d'autres bases orthonormées autres que ij. Alors il faut faire attention parce que les coordonnées d'un vecteur se définissent dans une base donnée. Donc si à partir d'une base ij qui est 1, 0, 0, 1, je veux définir une autre base orthonormée, eh bien elle sera orthonormée dans la mesure où ij l'est déjà. Voilà, je m'explique par exemple. On peut prendre par exemple un vecteur 1, 2 dans la base ij et le vecteur moins 2, 1. Ces deux vecteurs-là sont orthogonaux au sens du produit scalaire, mais ils ne sont pas encore normés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je prends le vecteur 1, 2, j'ai un vecteur dont la norme vaut racine carrée de 5. Eh bien, divisons-le par sa propre norme. Et donc, je prends à sa place le vecteur 1 sur racine de 5, 2 sur racine de 5. Celui-là est normé, c'est-à-dire que si vous calculez sa norme, à ce moment-là, elle vaut 1. Et donc, le vecteur 1 sur racine de 5, 2 sur racine de 5, associé au vecteur moins 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, représente une nouvelle base orthonormée dans la base ij qui était la base canonique. Alors voyons maintenant quelques exemples de calcul de produits scalaires pour bien fixer les idées et avoir quelque chose sous les yeux. Je prends u, le vecteur 3, 7, et v, le vecteur moins 7, 3. Le produit scalaire vaut 3 fois moins 7 plus 7 fois 3, donc 0. Si maintenant je prends le vecteur 3, 7 et le vecteur moins 2, 1, leur produit scalaire, cette fois-ci, vaut 3 fois moins 2 plus 7 fois 1, c'est-à-dire moins 6 plus 7, donc 1. Ce produit scalaire n'est plus égal à 0, donc ces deux vecteurs-là ne sont pas orthogonaux, alors que les deux premiers le sont. Alors ils le sont, encore une fois, au sens de la base ij qui a été choisie comme référence. En dimension 3, je prends deux vecteurs, 1, moins 3, 4, et 2 tiers de 7, 1, 2. Le produit scalaire de u par v vaut donc, alors je ne veux pas m'amuser à mettre 2 tiers en facteur de chacun ou chacune des coordonnées de v, je vais simplement calculer 2 tiers de 1 fois 7 plus moins 3 fois 1 plus 4 fois 2. Le résultat final vaut 8. Et puis, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu choisir comme troisième coordonnée de v pour que le produit scalaire donne 0? Alors, j'ai 1 fois 7 qui vaut 7, moins 3 fois 1 qui vaut moins 3, donc 7 moins 3, j'en suis à 4, et donc ça serait bien d'avoir 4 fois moins 1 pour aboutir à 0. Effectivement, avec ce vecteur v, u scalaire v vaudra 0. Alors, la relation entre produit scalaire et angle de vecteur. On ne peut mesurer des angles, on va dire, proprement que si, encore une fois, nous avons choisi une base au départ qui est géométriquement, physiquement, avec des axes qui possèdent des angles droits pris 2 par 2, et des unités de longueur égales sur chaque axe. À partir de ce moment-là, imaginons deux vecteurs, u, u1, u2, v, v1, v2. Alors, je pourrais travailler dans un espace de dimension supérieure à 2, bien entendu, mais je peux toujours, lorsque j'ai un couple de vecteurs, me ramener au plan formé par ces deux vecteurs. Donc, je n'ai besoin dans ce plan-là que de 2 coordonnées. Et je vais traduire ces coordonnées en polaires, donc en parlant en termes de modules et d'arguments. Donc, le module de u, rho indice u, vaut la norme du vecteur u.
racine carrée de U1 carré plus U2 carré. Idem pour le module de V. Leurs arguments sont θu qui est l'angle entre I et U, et θv l'angle entre I et V. Alors évidemment, je nomme IJ la base canonique que je choisis dans le plan formé par U et V. Bon, à ce moment-là, je sais que j'ai une transformation entre les coordonnées cartésiennes et polaires. U1 vaut ρ U cos θu, U2 vaut ρ U sinus θu, et pareil pour le vecteur V. Amusons-nous maintenant à calculer le produit scalaire en faisant cette transformation d'écriture. Le produit scalaire UV vaut U1V1 plus U2V2. Donc, à l'arrivée, avec ce qu'on a sous les yeux, on aura ρ U ρ V, facteur de cosinus θu, cosinus θv, plus ρ U ρ V, sinus θu, sinus θv. Donc, ρ U ρ V, facteur de cosinus θu, cosinus θv, plus sinus θu, sinus θv. Mais il y a une formule de trigonométrie qui nous dit que ça peut se simplifier en cosinus θv moins θu. Alors, cette formule de trigonométrie est accessible grâce aux formules d'Euler qui sont parfaitement indépendantes, on va dire, de ce qu'on est en train de faire ici. Donc, elles sont établies une fois pour toutes. Donc, on a une relation qui est très simple entre U scalaire V et la norme de U, la norme de V et le cosinus de l'angle que font les deux vecteurs entre eux. Donc, si je note phi cet angle pour alléger un peu mon écriture, eh bien, je vois que U scalaire V est égal à la norme de U, norme de V, cosinus phi. Donc évidemment, on a là un outil qui est extrêmement performant pour calculer l'angle entre deux vecteurs. D'un côté, le produit scalaire de deux vecteurs est très facile à calculer grâce aux coordonnées initiales. La norme de chaque vecteur est très facile à calculer aussi. Et donc on obtient très rapidement le cosinus de l'angle. Alors, je refais une dernière remarque avec l'inégalité de Schwarz qu'on avait découvert au démarrage. U scalaire V au carré inférieur ou égal à U scalaire U fois V scalaire V. Alors, si on se souvient que U scalaire U est égal à norme de U au carré et V scalaire V, norme de V au carré, mettons au carré l'inégalité, ou plutôt l'égalité, pardon, qu'on vient d'obtenir. U scalaire V au carré serait égal à norme de U au carré fois norme de V au carré fois cosinus carré phi. Mais cosinus carré phi étant inférieur ou égal à 1, et bien effectivement, ce nombre-là est inférieur ou égal à celui-là. Alors voyons deux exemples d'utilisation du produit scalaire pour calculer l'angle entre deux vecteurs. Donc un exemple un peu quelconque avec deux vecteurs en dimension 3 ici. Donc U égale 1, 2, 3, V égale 3, 2, 1. Quel est l'angle entre eux? Je calcule donc le produit scalaire, la norme de U, la norme de V, et j'obtiendrai le cosinus. Alors U scalaire V vaut très rapidement 10. La norme de U égale la norme de V ici, égale racine de 14. Donc le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs est égal à U scalaire V sur norme de U, norme de V. Donc 10/14. On prend sa calculette ou un tableur et on en déduit en radians ou en degrés la valeur de l'angle avec la précision souhaitée. Deuxième type d'exemple, un exemple un petit peu plus pragmatique. On a affaire à un objet en face de nous. Donc mettons un cube pour faire simple, mais évidemment on pourrait étendre ça à un objet de n'importe quelle forme pourvu qu'il ait des azettes droites et des faces planes. Et je trace deux diagonales sur deux faces du cube, issues du même sommet. Et je me demande quel est l'angle que font ces deux lignes jaunes entre elles. Alors, quand on commence à essayer de regarder les choses en 3D, on peut se tromper. On peut hésiter ici entre, on ne sait pas trop, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés, c'est difficile à dire. Et en général, sur un grand nombre de personnes, il y a des tenants des trois réponses. 45, 60, 90, on ne sait pas trop. Alors, il y a une chose qu'on peut quand même dire, c'est que si on s'amuse à relier les deux extrémités des lignes jaunes par une troisième ligne, on a ici devant nous un magnifique triangle équilatéral. Et donc forcément, l'angle au sommet que fait ce triangle est 60 degrés. Mais le cas trivial du cube, on va dire, pourrait très bien être rendu un peu plus compliqué par un parallélépipède dont la longueur, la largeur et la hauteur ne sont pas égales. Et on pourrait avoir le même genre de soucis, de problèmes à régler. Donc les vecteurs, là, vont s'avérer extrêmement performants. Le tout, c'est d'avoir une base. Parce que pour exprimer des coordonnées de vecteurs, il faut bien que j'ai une base. Dans un cube, c'est simple. Je vais placer mon vecteur i sur cette arête, mon vecteur j sur celle-ci, mon vecteur k sur celle-là. Donc j'ai une belle base orthonormée, et je vais dire graphiquement et visuellement orthonormée. J'ai des angles droits entre les axes pris 2 par 2, et j'ai des unités de longueur
représentées par EJK, qui sont égales. Donc tout va bien, je peux mesurer des choses géométriquement grâce à cette base. Maintenant, je vais exprimer les coordonnées de mes vecteurs OA et OB dans cette figure. Eh bien, OA est tout simplement égal à I plus J, donc A pour coordonnées 1, 1, 0. Quant à OB, il est égal à I plus K, donc il aura pour coordonnées 1, 0, 1. Eh bien, je vais recommencer comme à gauche. Je calcule OA scalaire OB, la norme de OA, la norme de OB, et j'en aurai le cœur net. OA scalaire OB égale 1, 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 0 fois 1. La norme de OA est égale à la norme de OB, racine de 2. Et donc, le cosinus de l'angle OA-OB vaut 1 sur racine de 2, racine de 2. Donc, à l'image de ma formule de gauche. Donc, 1 demi. J'ai affaire à un angle dont le cosinus vaut 1 demi. Il n'y a pas d'ambiguïté, cet angle vaut pi sur 3 radians ou encore 60 degrés. Alors, je précise que lorsque vous connaissez le cosinus d'un angle, vous connaissez l'angle. Alors, vous le connaissez bien sûr au signe près, mais on est en train ici de parler d'angle géométrique et pas d'angle orienté. De plus, la notion d'angle orienté dans l'espace de dimension 3, voire plus, c'est quelque chose d'extrêmement ambigu et qu'il ne vaut mieux pas aborder. Donc, on calcule tout en angle géométrique, et connaître un cosinus, c'est connaître un angle. Passons maintenant au produit vectoriel. Donc, il y a une autre façon de traiter deux vecteurs entre eux, et une définition un petit peu moins glamour cette fois-ci. Le produit vectoriel de U et de V, noté avec cet accent circonflexe un peu grossi là au milieu, qui se lit U vectoriel V, va renvoyer comme résultat cette fois-ci un nouveau vecteur, donc que j'appelle ici W. Et comment est-ce qu'on calcule ces coordonnées? Eh bien comme ça. U2V3 moins U3V2, U3V1 moins U1V3, U1V2 moins U2V1. Donc ça peut paraître très complexe, et un petit conseil, essayez de ne pas retenir ça par cœur, parce que vous risquez de vous tromper. Nous allons voir sur un exemple de calcul que les choses sont plutôt simples à retenir, visuellement parlant, en voyant des coordonnées de U et de V. Alors, quelques remarques d'abord sur le produit vectoriel. U vectoriel AV, si vous mettez un facteur A sur les coordonnées de V, va devenir AU vectoriel V, ou encore A fois U vectoriel V. Donc ce facteur A va pouvoir être extrait du calcul. V vectoriel U est égal à moins U vectoriel V. Alors cette fois-ci, on n'a pas une relation qui est symétrique entre U et V pour le produit vectoriel. Effectivement, si vous échangez les deux vecteurs, imaginez qu'à l'intérieur de ces calculs, vous échangez les lettres U et V. Vous allez avoir V2U3 moins V3U2, ce qui est exactement l'opposé de ce qu'on a calculé ici. Et ainsi de suite. Donc bien sûr, on va retrouver moins W à la place de W si on calcule V vectoriel U. Donc il y a un sens dans le produit vectoriel. De plus, je précise que la définition du produit vectoriel est donnée ici en dimension 3, et ça n'est pas un hasard. Le produit vectoriel n'existe qu'en dimension 3, ni plus ni moins. Donc c'est quelque chose qui se fait pour un but bien précis, et on verra exactement quelles sont les propriétés géométriques du produit vectoriel. Un exemple de calcul. Donc je prends 2 moins 1, 5 et 1, 3, 2, et je veux calculer le premier vectoriel, le second. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, U2V3 moins U3V2? Ça veut dire ici, moins 1 fois 2, moins 5 fois 3. Donc c'est une simple différence de produit en croix. Et je commence à m'apercevoir que pour calculer la première coordonnée du résultat, je vais me servir des lignes 2 et 3, des vecteurs U et V. Première coordonnée, lignes 2 et 3. Si je descends pour la deuxième coordonnée, j'ai le même calcul, mais avec les lignes 3 et 1. Et attention, dans l'ordre 3, 1. Comme ici, j'avais l'ordre 2, 3. Donc ça sera une différence de produit en croix avec la ligne 3. Et comme si la première était en dessous de la troisième, la ligne 1. 5 fois 1, moins 2 fois 2. Ça sera plus simple si je réécris la ligne 1 en dessous de la ligne 3. Ah, voilà, ça va mieux. 5 fois 1, moins 2 fois 2. Et pour la troisième coordonnée, je dois utiliser les lignes 1 et 2. Donc à chaque fois qu'on cherche une coordonnée, il faut utiliser les autres lignes dans le calcul. Donc à ce moment-là, j'effectue mes calculs, et je vous invite à vous entraîner plusieurs fois sur pas mal d'exemples, mais on aura aussi des vidéos d'exercices.
Mon vecteur à l'arrivée vaut moins 17, 1, 7. Alors, il peut paraître assez quelconque, à première vue, comme ça, par rapport aux deux premiers. Mais en fait, il n'est pas du tout quelconque par rapport aux deux premiers. Et on va voir en 2 ou 3 diapos un petit peu ce qu'il en est du produit vectoriel. Une première remarque qu'on peut faire, c'est que si on s'amuse à calculer I vectoriel J, de la même façon, bien entendu, eh bien, on va trouver, alors, je symbolise ça sous forme de déterminant, puisque j'ai des différences de produits en croix, mais peu importe, hein, c'est la même chose qu'au-dessus. Je vais trouver K. I vectoriel J donne K. Ah, tiens, donc on est en train de se promener effectivement en 3 dimensions. J'imagine mon espace de dimension 3 avec une base canonique IJK, eh bien, I vectoriel J donne K. De même, si je m'amusais à calculer J vectoriel K, j'obtiendrais I. Et K vectoriel I me donnerait J. Vous pouvez tester, ça marchera. Donc, on commence à se dire, ah bah tiens, quand on fait un produit vectoriel, manifestement, déjà on sort du plan dans lequel étaient les deux premiers vecteurs, mais en plus on n'en sort peut-être pas n'importe comment, parce qu'ici on s'est retrouvé sur un vecteur orthogonal au plan de départ. Peut-être que cette orthogonalité est une généralité du produit vectoriel, nous verrons. Avant de parler d'orthogonalité, parlons de collinéarité, parce que ça peut paraître curieux au premier abord, mais le produit vectoriel est intimement lié à la notion de collinéarité. Et oui, je vous ai expliqué que pour calculer un produit vectoriel, on faisait des différences de produits en croix. Mais on sait depuis le collège que lorsque des produits en croix sont égaux, c'est qu'on a des listes proportionnelles. Or, qu'est-ce que c'est que des listes proportionnelles chez les vecteurs? Ce sont des vecteurs collinéaires. Donc tout ça fait que si j'obtiens une liste de 0 pour le résultat d'un produit vectoriel, c'est que toutes mes différences de produits en croix ont donné 0, et donc tous mes produits en croix sont nuls, sont égaux, excusez-moi, et que donc mes deux vecteurs de départ étaient collinéaires. Donc la collinéarité peut être définie, c'est une propriété, donc je le surligne en bleu, hein, mais ça peut être aussi une définition de la collinéarité, définie par un produit vectoriel égal au vecteur nul. Alors, je renvoie un petit exemple ici, hein, je prends 2 moins 1, 5, et un vecteur qui manifestement est collinéaire au premier, 6 moins 3, 15, eh bien, ne serait-ce qu'avec les lignes 2 et 3, hein, on s'aperçoit très vite que moins 1 fois 15, moins 5 fois moins 3 va donner 0. Et il en sera de même pour les autres produits en croix. Bon, cette question de la collinéarité étant réglée, voyons maintenant cette propriété éventuelle d'orthogonalité qui est menée par le produit vectoriel. Alors, d'abord, le sens dans lequel tout va tourner. On va construire un troisième vecteur, W, à partir de deux vecteurs de base, U et V. Donc, imaginons que 3 vecteurs U, V, W forment une base de notre espace de dimension 3. Cette base est dite directe par convention lorsque ces 3 vecteurs respectent la règle des 3 doigts de la main droite, c'est-à-dire U pour le pouce, V pour l'index, W pour le majeur. Donc vous prenez votre main droite, vous dépliez les 3 doigts, pouce, index, majeur. Le premier représente U, le deuxième V, le troisième W, et bien vous avez devant les yeux une base directe en 3 dimensions. Si vous faites la même chose avec la main gauche, vous verrez vite qu'entre les 3 vecteurs, il y a une orientation inversée. Donc le sens direct est visualisé donc, comme ça. Alors vous avez deux premiers vecteurs, imaginez donc votre pouce et votre index de la main droite placés comme la figure, ça vous oblige à tordre un peu la main et à amener ces deux vecteurs vers vous. À ce moment-là, le troisième vecteur va se tourner vers le haut. Ça peut aussi se visualiser non pas avec pouce index majeur, mais avec une main dessinée comme ceci. Si vous enroulez les 4 doigts sauf le pouce dans le sens de rotation de U vers V, alors le pouce va vous indiquer le sens direct du troisième vecteur par rapport aux deux premiers. Le produit vectoriel U vectoriel V va être de sens direct par rapport à U et V placés initialement, mais il y a une restriction. Et là, justement, j'affiche vite ce qui suit. Si la base IJK est elle-même directe, donc respecte les 3 doigts de la main droite, alors UV, U vectoriel V le fera aussi. Par contre, si vous choisissez une base IJK indirecte, et c'est ce que j'avais fait sur mon cube tout à l'heure, vous pouvez revenir en arrière et mettre les doigts de la main gauche. Cette fois-ci, IJK correspondra à votre main gauche.
eh bien, tout calcul de U vectoriel V va donner une base indirecte avec U et V. Alors, des propriétés géométriques, venons-en à l'orthogonalité. Eh bien, il se trouve que oui, c'est vrai dans le cas général. Alors, on prend des vecteurs qui ne sont pas des cas particuliers, hein, c'est-à-dire qui ne conduisent pas à la collinéarité, par exemple, où on aura un produit vectoriel nul. Mais, hormis ce cas précis, U vectoriel V est orthogonal à U, et il est aussi orthogonal à V. C'est-à-dire que U scalaire U vectoriel V vaut 0, et V scalaire U vectoriel V vaut 0. Alors, regardons ça sur l'exemple qu'on avait traité tout à l'heure. On avait ces deux vecteurs qui avaient donné ce produit vectoriel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce nouveau vecteur n'est pas du tout quelconque par rapport aux deux premiers. Alors, est-ce qu'il est bien orthogonal au premier? Je calcule le produit scalaire. 2 fois moins 17, moins 34, plus moins 1 fois 1, moins 1, donc je suis à moins 35, plus 5 fois 7, 35, 0. Ça marche. Et avec le second, 1 fois moins 17, plus 3, plus 14, 0. Donc j'ai formé un vecteur qui est orthogonal aux deux premiers. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant ce produit vectoriel, c'est-à-dire que je viens de trouver un vecteur normal au plan formé par mes deux premiers vecteurs. Donc c'est un outil extrêmement rapide pour trouver les coordonnées d'un vecteur normal à un plan. Alors, si on parle d'orthogonalité, peut-être qu'on peut faire comme pour le produit scalaire et voir quel est le lien un petit peu plus général entre un produit vectoriel et l'angle que faisaient les deux vecteurs au départ. La flèche orange que j'ai représentée dans ma petite figure à droite. Pour faire ça avec le produit scalaire, on était passé par les coordonnées polaires. On va faire de même avec notre produit vectoriel. Sauf que le produit vectoriel se définit en dimension 3. Donc je vais me placer dans le plan UV. Je cite les coordonnées polaires, hein, enfin en tout cas les coordonnées cartésiennes en utilisant les notations polaires, mais dans l'espace, donc avec une troisième coordonnée égale à 0 pour les vecteurs U et V, et je m'amuse à calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Il y a deux différences de produits en croix qui vont donner 0, du fait de la présence de cette troisième ligne. Par contre, ce qu'on va calculer avec les lignes 1 et 2, qui va me donner la troisième coordonnée du résultat, ne va pas du tout donner 0. Ça va donner ça. Donc ρ U, ρ V peuvent être mis en facteur, et je me retrouve avec le vecteur 0, 0, sinus V, cosinus θ V, pardon, cosinus θ U, moins cosinus θ V, sinus θ U. Autrement dit, par une formule de trigonométrie, sinus θ V moins θ U. Donc je m'aperçois, d'une part, que effectivement, le vecteur obtenu est dans un plan orthogonal au plan formé par les deux premiers, et là c'est extrêmement clair sur ce calcul, et d'autre part, le produit vectoriel des deux vecteurs de départ contient le sinus de l'angle que les deux vecteurs formaient au départ entre eux. Donc c'est une caractéristique qui mène à une formule un petit peu condensée là-dessus. En fait, je ne veux pas parler de U vectoriel V tout seul, mais plutôt de sa norme. La norme de U vectoriel V est donc manifestement égale à norme de U fois norme de V, fois la norme de ce vecteur-là, qui n'est autre que la valeur absolue du sinus de l'angle entre U et V. Alors, valeur absolue, oui, parce qu'un sinus peut très bien être négatif, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de tendance dans ces applications-là à parler d'angle orienté. On est plutôt en angle géométrique, et donc on s'intéresse à des valeurs d'angle situées entre 0 et pi radian. Donc on aura tendance à parler de sinus positif, et donc à enlever cette valeur absolue ici. Alors il vient une petite remarque qui s'appelle l'identité de Lagrange, qui mêle produit vectoriel et produit scalaire. La norme de U vectoriel V au carré, plus la norme de, plus U scalaire V au carré, est égale à la norme de U au carré fois norme de V au carré. Alors, si on se souvient de la formule équivalente qui était posée sur U scalaire V, U scalaire V était égal à norme de U, norme de V, cosinus UV. Donc, tout ça mis au carré va me donner norme de U carré, norme de V carré, sinus carré phi. Ici, plus norme de U carré, norme de V carré, cosinus carré phi. Par factorisation, sinus carré plus cosinus carré vaut 1. On se retrouve avec simplement norme de U carré, norme de V carré. Alors c'est une simple remarque parce qu'on ne va pas forcément se servir directement de cette identité en exercice. Ce qui va être important pour nous, c'est ça. Alors, nous avons donc deux outils, le produit scalaire et le produit vectoriel, qui font apparaître l'angle entre les vecteurs U et V.
quel est le plus efficace pour trouver l'angle entre deux vecteurs? Une première remarque qui est la moins intéressante est que le produit scalaire se calcule plus rapidement que le produit vectoriel, donc on a intérêt à utiliser le produit scalaire. Deuxième chose qui fait qu'on doit absolument utiliser le produit scalaire, c'est que si vous connaissez un sinus, eh bien cette fois-ci, vous ne connaissez pas forcément l'angle des vecteurs. Effectivement, il y a deux angles qui sont de sinus positifs entre 0 et pi et qui pourtant possèdent le même sinus. Il suffit pour vous en convaincre de représenter le cercle trigonométrique. Vous fixez sur l'axe vertical de ce cercle une valeur pour un sinus et vous vous apercevez qu'il y a deux points du cercle qui peuvent correspondre. Donc deux angles qui sont dits supplémentaires, dont la somme est égale à pi, qui ont le même sinus. Donc le fait de connaître la norme d'un produit vectoriel vous assure la connaissance du sinus de l'angle que font ces vecteurs, mais pas de l'angle géométrique qu'ils font. Il y a un angle aigu et de l'autre côté un angle obtus qui ont le même sinus. Donc surtout pour chercher l'angle entre vecteurs, utilisez le produit scalaire. Alors, si on doit utiliser le produit scalaire, pourquoi diable est-ce qu'on va citer cette formule? Eh bien parce qu'on va le voir dans la suite, cette formule va avoir une importance cruciale pour toute une foule de calculs géométriques extrêmement intéressants pour nous. Donc c'est un intermédiaire à d'autres calculs. Un petit récapitulatif graphique lié directement à la formule norme de U fois norme de V fois sinus phi. Si deux vecteurs sont collinéaires, le sinus entre eux est égal à 0. Et donc le produit vectoriel est le vecteur nul. Donc je ne représente rien ici. Si par contre il y a un certain angle entre U et V, eh bien j'ai un produit vectoriel qui est évidemment orthogonal au plan UV et dont la norme vaut norme de U, norme de V, sinus phi. Si, alors, progressivement, je vais faire tourner V autour de U, dans le plan UV. Si l'angle, cette fois-ci, entre U et V est lui-même un angle droit, eh bien, c'est la situation où le sinus est maximal. Donc, vous allez avoir U vectoriel V de norme maximale. Et puis, si V continue de tourner, vous allez retrouver un angle qui est plus grand que pi sur 2, mais dont le sinus va se remettre à décroître. Donc, un produit vectoriel dont la norme va se remettre à décroître. Jusqu'au cas limite où l'angle entre U et V vaut pi, et on se retrouve dans le cas de deux vecteurs collinéaires. Le sinus est revenu à 0, et le vecteur U vectoriel V est le vecteur nul. Et puis, pour un dernier exemple, faisons encore tourner le vecteur V. À ce moment-là, j'ai un angle qui est supérieur à pi. Qu'est-ce qui va se passer pour le produit vectoriel? Eh bien, la norme du produit vectoriel dépend de la valeur absolue du sinus. Donc, je vais avoir un produit vectoriel. Seulement, quelle est son orientation? La règle des trois doigts de la main droite. J'ai choisi ici des vecteurs dans une base IJK qui elle-même est directe, puisque UV, U vectoriel V est direct. Prenez votre main droite et dites-vous que UV, U vectoriel V doit être direct. U pour le pouce, V pour l'index, U vectoriel V pour le majeur. Et bien cette fois-ci, c'est dirigé vers le bas. Bien entendu, quand on dit la règle des trois doigts, eh bien le pouce et l'index doivent faire un angle inférieur à pi entre eux. Okay. Cela dit, avec votre pouce et votre index, à moins que vous ayez vraiment une hyperlaxité extrêmement importante, vous ne pouvez pas faire un angle supérieur à pi avec ces deux doigts-là. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le résultat du troisième vecteur. En tout cas sur son orientation. Très bien. Alors, nous allons pousser un petit peu les choses maintenant et voir les applications géométriques possibles. Alors, au fait, les applications géométriques, on en a déjà vu. On est capable, grâce à la norme d'un vecteur, de calculer une distance, et grâce au produit scalaire, de calculer un angle, ce qui est déjà pas mal. Alors, voyons maintenant ce qu'est le produit mixte. On parle de trois vecteurs, assez quelconques, donc en général, les uns par rapport aux autres, et on propose de calculer le produit scalaire du produit vectoriel des deux premiers avec le troisième. Donc U vectoriel V va donner un vecteur, le tout scalaire W. Le résultat est donc un scalaire, un nombre réel, résultat du produit mixte. Et j'affirme qu'un produit mixte est égal à 0 est équivalent à mes trois vecteurs sont coplanaires. On retrouve ici la coplanarité de trois vecteurs qui avait été définie dans la première vidéo par W est coplanaire avec U et V,
si et seulement si il existe un couple AB de réels tel que W égale A fois U plus B fois V. Donc ici, on n'est pas du tout sur cette définition, mais il y a une relation pourtant entre les deux. Cette fois-ci, je parle du produit mixte. Alors regardons. Je prends deux vecteurs U et V, ils appartiennent à un certain plan dans l'espace de dimension 3. Leur produit vectoriel est orthogonal à ce plan. Si maintenant, W forme avec ce vecteur rouge un produit scalaire égal à 0, c'est que W est orthogonal à U vectoriel V. Mais si W est orthogonal à U vectoriel V, il va se retrouver forcément dans le plan UV. Donc oui, effectivement, on peut comprendre visuellement, sans forcément avoir recours à une démonstration d'accord, très formelle, qu'il ne peut s'agir que de cette situation-là. W est lui-même dans le plan UV. Alors, donc on vient de voir ce qu'est un produit mixte, on aura l'occasion de le rencontrer dans les dernières diapos que l'on va citer. Alors maintenant, voyons justement des applications géométriques autres que ce qu'on a déjà vu. À savoir, le produit scalaire et le produit vectoriel nous permettent de calculer aussi des aires et des volumes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans les applications du calcul vectoriel. Qu'est-ce qu'on sait de l'aire d'un parallélogramme ABDC? Eh bien, l'aire d'un parallélogramme est égale à base fois hauteur. On ne va pas revenir sur les raisons de ça, mais on est exactement sur, à une déformation près, l'aire d'un rectangle. Si je choisis comme base le côté AC, alors la hauteur est la distance entre le point B et la droite AC. Donc la distance implique de projeter B orthogonalement à AC. Très bien. Alors, orthogonalement, ça veut dire chez nous à angle droit, parce que lorsqu'on veut faire des applications géométriques, encore une fois, avec les vecteurs, il faut que notre base, celle sur laquelle on travaille, IJ, IJK, etc., soit orthonormée visuellement. Bref, l'aire de ce parallélogramme est égale à AC fois BH. Or, dans le triangle rectangle ABH, qu'est-ce que c'est que BH? Eh bien, c'est AB sinus A. Donc, je résume, l'aire du parallélogramme vaut AC fois AB fois sinus A. Mais c'est exactement le résultat qu'on vient d'obtenir avec la norme du produit vectoriel. C'est exactement la norme du produit vectoriel ABAC. Autrement dit, si vous connaissez les coordonnées de 3 points ABC, alors d'abord, il est inutile de connaître celle du point D puisqu'il est imposé par les 3 premiers pour former un parallélogramme. Et ensuite, AB vectoriel AC se calcule grâce aux coordonnées des points et va être capable de nous donner l'aire du parallélogramme ABCD, directement. Alors vous me direz, tout n'est pas parallélogramme dans la vie. Et je vous répondrai, ben oui, effectivement. Si on a une espèce de figure polygonale quelconque avec des côtés un peu biscornus, de longueurs différentes, avec des angles un peu n'importe comment les uns les autres, comment calculer l'aire d'une figure beaucoup plus compliquée que ça? Eh bien, je vous réponds en la découpant en triangles. Si vous découpez une figure compliquée en triangles, vous allez pouvoir vous servir du produit vectoriel pour calculer l'aire des triangles, et ensuite vous additionnez les résultats. Quel est le rapport entre l'aire du parallélogramme et l'aire des triangles? Eh bien, découpez simplement ce parallélogramme par la diagonale BC. Vous avez en ABC un triangle parfaitement quelconque. Et le produit vectoriel, divisé par 2, vous donnera l'aire de ce triangle. Donc, mine de rien, le produit vectoriel est capable de nous faire calculer très rapidement l'aire d'un triangle quelconque. Il suffit de prendre donc 1/2 de norme de AB vectoriel AC. Donc ça, c'est une formule évidemment fondamentale qu'il faut absolument retenir par cœur. Alors, on sait calculer des aires grâce à ça de toute figure polygonale dans un plan, ce qui est déjà très bien. Encore une fois, je vous le disais, toute figure polygonale peut être découpée en triangle, il suffit de tracer les bonnes diagonales, on verra ça en exercice. Maintenant, passons en volume. Je prends un parallélépipède quelconque, c'est-à-dire dont les faces sont des parallélogrammes. Alors évidemment, deux faces opposées sont parallèles entre elles et sont identiques, ont les mêmes dimensions, les mêmes angles. Voici un parallélépipède. Le volume d'un tel objet est égal à l'aire d'une de ses bases, mettons par exemple le côté ABDC,
multiplié par la hauteur, c'est-à-dire la distance entre le point S et le plan ABC. Alors si je projette S à angle droit sur le plan ABC, orthogonalement donc, je vais atterrir, je ne sais pas, quelque part par ici. Et donc c'est un petit peu difficile de savoir exactement quelle est la hauteur de cet objet. Regardons maintenant ce que les vecteurs peuvent nous faire faire. J'ai représenté en rouge le vecteur AC vectoriel AB, qui est donc orthogonal au plan ABC. C'est très bien pour nous, l'orthogonalité au plan ABC. Ça va me permettre de parler de la hauteur de ma pièce. Quel est AS scalaire AC vectoriel AB? Eh bien, c'est AS multiplié par AC vectoriel AB, en norme, hein, multiplié par le cosinus de l'angle que j'ai visualisé en rouge ici. Mais qu'est-ce que c'est que cet angle en rouge? C'est aussi l'angle que fait SH, je pourrais appeler le point d'atterrissage ici H, avec la verticale, c'est le même. Donc c'est l'angle que fait AS avec la verticale, quoi, tout simplement. Mais la hauteur de mon objet, c'est bien AS multiplié par le cosinus de cet angle. Donc je résume. AS scalaire AC vectoriel AB est égal à norme de AS fois norme de AC vectoriel AB fois le cosinus de cet angle. C'est exactement ce qu'il me fallait pour décrire l'aire de la base fois la hauteur. Je suis en train de parler du produit mixte. AB vectoriel AC scalaire AS me donne le volume de ma pièce. Donc il suffit de connaître les coordonnées de A, B, C et S et je peux calculer rapidement le volume de cette pièce. Alors je mets une valeur absolue dessus parce que l'orientation AB, AC, AS n'est pas forcément directe. Elle pourrait être indirecte et me donner un résultat négatif, auquel cas j'enlève le signe moins du résultat et j'ai le calcul du volume. Et là vous me direz, tout n'est pas parallélépipède dans la vie. Et je vous répondrai que vous avez tout à fait raison, mais on va faire comme en dimension 2. On a ici une extension en dimension 3 de ce qu'on vient de faire en dimension 2. Comment faire un découpage d'un parallélépipède en forme un peu plus quelconque, et donc qui peuvent nous servir à construire des formes plus compliquées que ça? D'abord, je peux parler d'une pyramide. Si je prends la base ABCD, qui est un parallélogramme, et que je relie chacun de ces 4 points au sommet S, je forme une pyramide ABCDS. Ok? Donc vous la visualisez, hein, je n'ai pas besoin de la tracer ici. Eh bien, il se trouve que pour des raisons géométriques évidentes, en tout cas elles sont évidentes dans le cube, et ensuite par déformation, elles conservent cette propriété, cette pyramide occupe exactement le tiers du volume du parallélépipède. Donc, comment calculer rapidement le volume d'une pyramide quand on connaît les coordonnées de ces 5 points? Eh bien, en fait, les coordonnées du point D sont superflues, comme pour tout à l'heure. Vous calculez simplement un tiers de AB vectoriel AC scalaire AS. Alors, tout n'est pas pyramidal dans la vie. Effectivement, si vous voulez découper une pièce complexe, polyédrale cette fois-ci, donc une pièce en 3 dimensions dont les faces sont planes et les arêtes sont droites, mais de forme relativement complexe, vous pouvez toujours la découper en tétraèdre. Et il se trouve que je peux parler maintenant du tétraèdre ABC-S. Donc une forme qui a 4 faces triangulaires, ABC, BCS, ABS et ACS, qui est parfaitement quelconque et qui nous sert d'élément de base, de même qu'un triangle quelconque ABC dans le plan est un élément de base à n'importe quelle figure polygonale. Le volume du tétraèdre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça sera la moitié du volume de la pyramide, puisqu'il possède dans cette figure la même hauteur, mais une surface de base qui est divisée par 2 par rapport à celle de la pyramide. Donc vous calculez un sixième de AB vectoriel AC scalaire AS. Et là, avec cette dernière formule, vous êtes armé pour calculer énormément de choses grâce à simplement la connaissance des coordonnées de vos points. Donc je résume hein, tout ce qu'on sait faire. Calculer une longueur avec la norme d'un vecteur, calculer un angle entre deux arêtes avec le produit scalaire des deux vecteurs, calculer l'aire d'un triangle quelconque avec le produit vectoriel de deux vecteurs sur les deux côtés du triangle, quels que soient les côtés qui sont pris, hein, vous aurez le même résultat. Et vous avez ici cette dernière formule encadrée qui vous permet de calculer le volume de n'importe quel tétraèdre
avec 1/6 du produit mixte de 3 vecteurs pris sur 3 arêtes du tétraèdre. Voilà, je vous remercie et vous retrouverez prochainement des vidéos d'exercices sur tous ces sujets-là. Merci et à bientôt.